Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Yann Géano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du réseau d'agents immobiliers La Forêt. On va parler de l'état de santé du marché immobilier. Juste un mot, j'ai vu que dans la nuit, enfin hier soir tard, les députés ont voté l'exonération, l'extension de l'exonération des donations en famille qui existait sur le neuf, qui passe maintenant, qui est élargie à l'ancien, au logement ancien jusqu'à 100 000 euros. Je me dis, quand il y a des bonnes nouvelles, il faut les prendre. Hein. C'est ça, quand il y a des bonnes nouvelles, il faut les prendre. Elles sont assez rares pour... Exactement, elles sont assez rares pour l'ancien, qui n'a pas été beaucoup soutenu ces dernières années. Tout était fléché vers l'immobilier neuf, vers la construction. Qui en a besoin, mais l'ancien, on va quand même rappeler que c'est 37 millions de logements en France, 32 millions dans le parc privé. Donc l'avenir du logement en France, il est déjà là, il n'est pas devant nous. Il y a 32 millions de logements dont il faut s'occuper, il faut assurer la rénovation, il faut les faire tourner, il faut les rendre accessibles également. En quoi c'est une bonne nouvelle pour les primo-accédants, surtout, j'imagine, ceux qui achètent pour la première fois? Les primo-accédants, on les a vus diminuer et réduire dans la proportion des transactions comme à cause de la hausse des taux peau de chagrin, notamment à cause de la hausse des taux d'intérêt, à cause également de la position de beaucoup de banques qui avaient renforcé les exigences en termes d'apport, et on est passé schématiquement en 2019 d'un achat sur 2 qui était fait au profit d'un primo-accédant à aujourd'hui un achat sur 3. Donc évidemment, si l'épargne familiale peut aider les Français à devenir propriétaires, c'est là que c'est la bonne nouvelle. Bon, à supposer que ce soit encore une fois confirmé, après oui, il y a le Sénat la et route tout. sera longue. Mais en tout cas, c'est une bonne mesure qui peut donner un petit coup de fouet aussi au marché. Alors il y a quelques intentions. Un coup de fouet, on va dire que le marché aujourd'hui... Non, mais cet amendement-là, oui, il peut vraiment aider. Bien sûr, ça peut en tout cas, il y a deux catégories aujourd'hui qui sont plus à la peine que les autres, qui sont les primo-accédants. Et ça peut en effet les aider. Et puis l'autre catégorie sont les investisseurs. Un mot juste de l'impôt sur la fortune improductive, on en parlait juste avant, l'impact que ça pourrait avoir sur l'assurance vie. Mais sur l'immobilier, on sait que l'immobilier est dedans avec une résidence principale qui est exclue de l'assiette taxable dans la limite d'une exonération d'1 million d'euros. Par rapport à la situation actuelle, c'est mieux ou c'est moins bien ? Alors, c'est mieux pour la résidence principale, évidemment. Il n'y a plus l'abattement de 30%. En revanche, on apprend que l'immobilier locatif est improductif et lui, à contrario, rentrerait dans l'assiette de calcul. Donc là encore, la route et le chemin sera long. On est plutôt très étonné de constater, ou pas, entre guillemets, que l'immobilier est visé, en tout cas, est consommé comme improductif. Quand vous entendez ça, que l'immobilier est un actif improductif, qu'est-ce que vous répondez ? Je pense que c'est l'erreur de diagnostic qui est faite depuis des années maintenant dans notre pays, et on voit les droits de mutation qui considérer l'immobilier comme étant productif. Évidemment, c'est productif. Quand on achète un logement, on fait des travaux, on meuble son logement, on fait vivre également un quartier. Quand on achète pour investir, on met un locataire également dedans, et ça va être la même chose. Donc ça génère de la TVA, ça génère des droits de mutation, ça génère de la vitalisation ou de la revitalisation de notre pays. Donc c'est tout sauf improductif, et c'est de l'économie réelle, l'immobilier. Je ne sais pas si l'abattement de 30% est conservé ou pas. Si c'est juste un abattement d'1 million d'euros, ou s'il y a toujours les 30% de... Pour moi, il n'y a pas les 30%. C'est ce que j'ai compris aussi. C'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Et ce sera favorable pour qui, juste si on compare l'IFI avec l'abattement de 30% sur la résidence principale et cet impôt sur la fortune improductive qui propose un abattement d'1 million d'euros au final? Ce sera favorable pour ceux qui vont avoir un patrimoine qui... Plus gros. Pardon ? Plus gros. Plus gros, absolument. D'accord. Plus important. Oui, c'est surprenant d'ailleurs, mais il faut quand même le dire. Bon, il se passe quoi après 2 ans d'attentisme, Yann Géano, sur le marché immobilier? Ça y est, on peut dire enfin que ça y est, le marché retrouve des couleurs. Je parle sous votre contrôle, mais tout le monde dit une hausse des transactions cette année d'autour de 10%. On devrait repasser les 900 000 transactions cette année. On va repasser assurément les 900 000. Nous, en 12 mois, on est à plus 16% de volume de transactions. Donc la forêt surperforme. Oui, on est mieux armé en tout cas que certains pour affronter ce marché, pour repartir en conquête. Les signaux sont positifs. Alors ce qui est assez drôle ou paradoxal, c'est qu'on parle beaucoup de politique. Ça monopolise aujourd'hui l'audience, et le marché immobilier, il a repris à l'été 2024. Et l'été 2024, c'est la dissolution. En décembre 2024, on a eu la censure du gouvernement Barnier. En septembre 2025, la défiance du gouvernement Bayrou, le Cornu 1, le Cornu 2.
Et malgré ça, les Français continuent et même accélèrent leur projet immobilier. Malgré la crise politique, les Français accélèrent leur projet immobilier. Ils ont dissocié, ils ont compartimenté d'un côté la vie politique et les promesses politiques, et de l'autre côté les Français qui sont pragmatiques, qui voient des taux d'intérêt qui se maintiennent autour de 3,20%, qui voient des prix qui ont reculé de 7 à 8% entre 2023 et 2024, et qui se disent c'est le moment d'y aller, c'est une bonne fenêtre pour faire un projet immobilier. Donc 2025 sera une bonne année en matière de transactions. 2025, en termes de marché immobilier, 900 000 transactions, sera une bonne année. Est-ce que maintenant ça signifie que l'accès au logement a été soigné? Ça, c'est un autre sujet. Ouais. Donc, c'est-à-dire que là, à court terme, depuis quelques semaines, il n'y a pas de freinage de la demande, que ce soit pour des prises de contact, des visites, des offres, des compromis. Alors, un peu sur les investisseurs, quand même, qui attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, donc qui ont tiré le frein à main aujourd'hui en se disant on va voir dans quelques semaines ce que donnera finalement la loi de finances pour l'année prochaine. Mais pour les autres, que ce soit primo-accédant, secondo-accédant, même la résidence secondaire retrouve également des couleurs. On était à 4-5% de transactions sur résidence secondaire, on est passé entre 7 et 8. Aujourd'hui, on arrive quasiment au trend habituel qui est de l'ordre de 10% de transactions dont le but est d'acheter une résidence secondaire en France. Donc le marché a globalement repris des couleurs, mais il faut l'avouer, ce sont les secondo-accédants, ceux qui sont déjà propriétaires, qui font le marché. En tout cas, le retour des incertitudes politiques ne pèse pas. C'est ça c'est la vraie surprise. On a toujours dit, oh là là, le marché immobilier menacé ou pas par la crise politique. La réponse est non. Est-ce que c'est une vraie surprise finalement? Est-ce que les Français n'ont pas choisi eux-mêmes de voter la défiance à nos politiques, de regarder leur vie, de regarder ce qu'ils vont mettre dans leur réfrigérateur, combien va leur coûter leur plein d'essence, et est-ce que c'est favorable ou pas de faire un projet immobilier sans écouter les promesses politiques? La demande repart. Est-ce qu'on peut dire qu'elle repart de manière plus sélective? Elle est sélective. Elle est sélective, en effet, notamment sur les grandes surfaces. Aujourd'hui, c'est ceux qui veulent acheter un logement familial, souvent les secondo-accédants. Ils savent déjà qu'ils n'ont pas à passer par la case banque ou alors de manière très limitée. Ils sont sélectifs, ils ne veulent plus faire du tout de travaux. Donc, poser leurs meubles, même la peinture. Les secondo-accédants n'ont plus envie de s'embêter, à rechercher les entrepreneurs, à avoir des autorisations, à se fâcher avec les voisins parce qu'on fait des trous dans le mur ou on fait du bruit. Sur les petites surfaces, c'est différent. Primo-accédants et investisseurs se bousculent toujours sur les mêmes typologies de logements. Quand on parle des secondo-accédants, certains disent qu'il y a beaucoup de clients qui ne veulent pas lâcher un crédit immobilier qui leur coûte 1% pour emprunter plus cher quand ils revendent. C'est pas un frein, ça? C'est un frein pour ceux qui ont en effet, ceux qui cumulent l'achat entre 2020 et 2022, on va dire, les moments où les taux étaient les plus bas et où les prix étaient les plus hauts. Donc ces Français-là que l'on rencontre au quotidien, s'ils n'ont pas d'absolue nécessité de vendre leur logement, évidemment, ils le conservent le plus longtemps possible dans l'espoir de prix de l'immobilier qui remonterait notamment. Ils ont bien compris qu'emprunter à 1%, ça n'est pas prêt de se refaire et qu'on est plutôt sur des trends entre 3 et 4% qui sont tout à fait normaux. Yann Janot, les vendeurs, ils sont désormais vraiment plus enclins à accepter notamment les estimations des professionnels? Beaucoup plus. Les vendeurs ont compris que pour danser le tango, il faut être deux. Et donc que pour vendre et pour être vendeur, il faut avoir face à soi un acquéreur. Et les vendeurs ont compris que les acquéreurs sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux, plus 20% en 12 mois dans nos agences immobilières, qu'ils sont finançables, qu'ils sont motivés. Donc les vendeurs nous écoutent beaucoup plus lorsqu'ils mettent leur logement sur le marché quant au prix espéré et à la durée de commercialisation. Et sur les villes où la demande est la plus forte, j'ai lu Lille, Nice, Toulouse, Montpellier, Marseille, c'est vrai? Ce sont ces villes-là et les autres? Les grandes métropoles restent plébiscitées. C'est simple, c'est là où il y a l'emploi, c'est là où il y a l'éducation, le service public, les hubs de transport, les loisirs également. Les zones semi-rurales, mais il y a un arbitrage sur les prix, évidemment. On est sorti il y a quelques années du Covid et on a vu les prix flamber sur la maison individuelle dans les zones semi-rurales. Donc là, il y a un arbitrage qui doit se faire. Les propriétaires ne sont pas nécessairement enclins à entendre la réalité des prix du marché actuel. Et les segments qui sont le plus en souffrance aujourd'hui?
Alors, les segments les plus en souffrance, ce sont les grands appartements dans les années 60-70 qu'on connaît à Paris et dans beaucoup de métropoles qui sont énergivores, qui nécessitent de gros travaux de rénovation, sont ceux qui sont aujourd'hui le plus à la peine. La maison individuelle qui avait été délaissée un peu. Oui, elle est de nouveau Exactement. appréciée. Elle est de nouveau. Bah, ça reste le Graal pour les Français d'avoir une maison individuelle, d'avoir un jardin, de ne pas avoir de voisins, de pouvoir jouer au ballon avec ses enfants à l'extérieur. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher à l'achat, ça coûte plus cher à l'entretien. Mais de nouveau, les Français se tournent vers la maison individuelle et ils ont envie de profiter de leur logement. Et donc, c'est-à-dire que les prix aujourd'hui, on va en parler des prix, mais les prix des maisons augmentent plus rapidement que le prix des appartements? Alors, les prix, globalement, sont orientés à la hausse. J'ai vu 2%. Légèrement. 2% depuis le début de l'année, les prix, c'est ça? On est autour d'1% chez nous. C'était l'indice des prix sur le loger meilleur agent. 20% d'acquéreurs en plus. Seulement 10% de biens sur le marché en plus. Évidemment, l'économie de marché fait que... Et des taux d'intérêt qui ont reculé. Il faut se rappeler que fin 2023, on était à 4,20%. Aujourd'hui, on est autour de 3,10%. Donc, un bon point, ça a tendance à rendre les vendeurs un peu amnésiques et les acquéreurs à se précipiter un peu plus, en tout cas à un peu moins négocier. On le voit, les marges de négociation ont reculé. On est passé de un peu plus de 5% de négociation à 4% aujourd'hui. Bon, on se dit quoi? On se dit que tout ça est fragile malgré tout. Le juge de paix s'arrête, les taux de crédit immobilier qui pour l'instant sont stabilisés. J'ai regardé ce matin le 10 ans français, la dette française est à 3,30, elle sert de référence au crédit immobilier. Pour l'instant ça va. Pour l'instant, ça va. Avec des taux, on est sur un marché qui s'est normalisé. Des taux de crédit entre 3 et 4%, c'est normal. 900 000 transactions dans notre pays également. C'est un marché normal. Reste à s'inquiéter du marché locatif qui est aujourd'hui totalement encombré, de l'investissement locatif et puis des primo-accédants qui ont toujours cette même difficulté à réunir leur apport. Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec Yann Géano, le président du réseau d'agents immobiliers La Forêt, en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci beaucoup.